Ma femme a dit qu'elle allait me vendre, et je pensais qu'elle plaisantait, jusqu'à ce que, le jour principal des ventes, elle me mette réellement en vente en ligne. La description disait « Voici mon mari, un bon à rien, paresseux et sans revenu. Si vous êtes intéressé par un incapable sans caractère, n'hésitez pas à passer une commande. Les services sont à la discrétion de l'acheteur. 200 $ par jour, 50 000 $ pour tout son avenir. Celui ou celle qui achètera le reste de sa vie l'aura exclusivement. Et je divorcerai de lui immédiatement. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. » Elle a publié cela pour se moquer de moi et m'humilier, mais elle n'a jamais imaginé qu'une femme riche achèterait réellement mon avenir. Hugo, je te vends. Béatrice Mendes. Ma femme a souri avec mépris en me tendant son téléphone pour me montrer la publication. Mon visage s'est assombri en la lisant. Quand nous nous sommes mariés, j'avais déjà ma propre entreprise. Par la suite, elle a profité de la belle vie que je lui offrais. J'ai même construit une maison pour ses parents dans leur ville natale, d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et j'ai donné 200 000 $ à son frère pour qu'il achète une maison et se marie. Lors de notre 3e année de mariage, mon entreprise de technologie a fait faillite. Depuis, je travaille chez moi à développer un jeu vidéo. Mais, à ses yeux, cela fait de moi un bon à rien qui ne fait que jouer toute la journée sans gagner un seul centime. Ce n'est pas exagéré de te moquer de moi de cette façon, dis-je froidement. Quand tout allait bien, je n'ai jamais hésité à tout donner pour toi et ta famille. Mais maintenant que je traverse une période difficile, tu me jettes ça au visage. C'est trop. Tu es resté enfermé à la maison pendant 2 ans, ne faisant rien d'autre que jouer à des jeux vidéo. Ai-je tort de te traiter d'inutile? Se moque-t-elle, et ne te fais pas trop d'illusions. De toute façon, personne ne va t'acheter. Peu importe si quelqu'un le fait ou non. Rien que me mettre la montre à quel point tu penses peu de moi. Et je te l'ai dit des centaines de fois, je travaille sur un jeu. Quand il sera lancé, tout changera. Descends de ton nuage, Hugo. Tu ne changeras jamais rien. Et comment peux-tu en être si sûr? Répliquai-je. Regarde-toi dans un miroir, se moqua-t-elle. Tu ressembles à un clochard. La seule différence entre toi et un mendiant, ce sont tes vêtements. Et tu parles encore de changer les choses. Mon temps est consacré au développement du jeu. Ça suffit. Je n'ai pas de temps pour tes excuses, dit-elle en prenant son sac et en se dirigeant vers la porte. Il est 8 heures du soir. Où vas-tu? Demandai-je. Travailler? Évidemment. Comment crois-tu que nous allons payer le loyer? Répondit-elle froidement. Après que mon entreprise a fait faillite, la banque a repris notre maison. Je vais payer le loyer. Criai-je instinctivement. Elle se contenta de rire en claquant la porte. Après avoir fumé quelques cigarettes, j'ai mis mon casque, ouvert l'application de livraison et attendu une commande. Bientôt, j'ai reçu une commande de langoustines, et le client m'a même laissé un pourboire de 50 $, demandant que je décortique les langoustines à mon arrivée. Après avoir récupéré la commande, je me suis rendu chez le client dans un bar karaoké appelé Galactic Lounge. Une demi-heure plus tard, je me trouvais devant la chambre 808. Alors que j'étais sur le point d'ouvrir la porte, je l'ai vue. Béatrice. À l'intérieur, un groupe de 7 ou 8 personnes riait et chantait, avec Béatrice assise au centre à côté de son ex, Leandro Carvalho. Ils chantaient « L'amour véritable », semblant être un couple. N'avait-elle pas dit qu'elle travaillait tard? Je suppose qu'elle fait des heures supplémentaires au karaoké, pensais-je, sentant la colère monter en moi comme si un nuage d'orage se formait au-dessus de ma tête. À ce moment-là, une fille corpulente ouvrit la porte. « Entre », dit-elle. J'entrai. Béatrice, absorbée par le chant, ne me remarqua même pas. « Assieds-toi là et décortique les langoustines pour moi. Préviens-moi quand tu auras fini, dit-elle en désignant un coin. Je me suis installé au fond, je me suis tourné vers eux et j'ai commencé à décortiquer. Après quelques minutes, le groupe a décidé de jouer à un jeu appelé « Action ou vérité ». Béatrice a perdu et a choisi vérité. « À quelle fréquence toi et ton mari, tu sais ?» demanda Raquel, la fille corpulente, en riant et en fouillant dans sa vie privée. « Ne me fais pas vomir. » Oublie hebdomadairement. « Nous n'avons rien fait depuis plus d'1 an, répondit Béatrice, pleine de mépris. « Sérieusement? Pas une seule fois en 1 an? Tu dis la vérité ?» demanda quelqu'un, incrédule. « Je le jure, si je mens, qu'une voiture me renverse, dit-elle, levant la main comme pour prêter serment. « Eh bien, est-ce que ton mari fonctionne au moins ?» demanda un autre en riant. « HPH, s'il ne fonctionne pas, ce n'est pas comme si ça me dérangeait, répliqua Béatrice. « Ça a l'air misérable, soupira quelqu'un. C'est un véritable enfer. Vous n'avez aucune idée de combien c'est dégoûtant, à traîner toute la journée avec ces jeux vidéo, vivant à mes crochets. Chaque minute que je passe à la maison avec cet inutile est une torture, dit-elle avec mépris. « Oh, Béatrice, tu mérites mieux, dit Leandro, la prenant dans ses bras de façon réconfortante. Je l'ai regardé du coin de l'œil, sentant la fureur consommer chaque cellule de mon corps. J'ai observé cette scène dégradante pendant quelques secondes avant de finalement prendre une décision. Il n'était plus possible de supporter cela. Ma dignité, qui avait déjà été piétinée pendant des mois, ne pouvait pas être complètement détruite cette nuit-là. J'ai pris une profonde inspiration, encore les mains pleines de restes de langoustine, je me suis levé.
Tous les regards se sont tournés vers moi lorsque j'ai commencé à parler, ma voix coupant l'air lourd de la pièce. Béatrice, félicitations. Tu as réussi. Tu as transformé l'homme qui t'a un jour aimé plus que tout au monde en la cible de ton mépris, de ton humiliation et maintenant de ton spectacle public. Tu t'amuses? Parce que j'espère que oui. Le silence envahit la pièce. Béatrice me regardait avec un mélange de surprise et d'irritation, mais avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai continué. Tu dis que je suis un bon à rien, un poids mort, quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Tu as oublié qui a payé la maison de tes parents, qui a sorti ton frère du trou, financé son mariage et offert une vie confortable à toute ta famille, qui a passé des nuits blanches à construire une entreprise à partir de rien pour que tu n'aies jamais à lever le petit doigt. Et maintenant que je traverse une période difficile, tu me jettes dans la boue? Tu es ridicule. N'ose pas me parler sur ce ton, rétorqua-t-elle en essayant de s'imposer, mais sa voix trembla. Tu l'as cherché. Si tu avais agi comme un homme, nous n'en serions pas là. Agir comme un homme? Ricanai-je amèrement. Tu veux dire travailler comme un esclave pour entretenir ton luxe pendant que tu fais semblant d'être une martyre? Béatrice, tu es tellement obsédée par le fait de m'humilier que tu as oublié l'essentiel, le respect. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de ton respect. Et encore moins de toi. Je vis Leandro sourire de côté, comme s'il avait gagné une compétition. Je ne pus contenir ma colère. Je me tournai vers lui, le pointant directement du doigt. Et toi, Leandro, que fais-tu ici? Exactement? Tu essaies de reconquérir ce que tu as perdu il y a des années? Ou tu profites juste de l'occasion pour jouer au héros? Parce que, si je me souviens bien, tu n'étais qu'un lâche qui s'est enfui quand sa mère ne t'a pas accepté. Ses yeux s'écarquillèrent, mais il essaya de dissimuler avec un sourire cynique. Je suis ici pour soutenir Béatrice, quelque chose que, visiblement, toi, tu ne fais pas. Soutenir? Ricanai-je à nouveau. C'est comme ça que tu appelles le fait de lécher ses bottes pendant qu'elle détruit la vie d'une autre personne? Tu ne vaux pas mieux qu'elle. En fait, vous vous méritez bien. La pièce était complètement silencieuse, et je pouvais sentir l'inconfort sur les visages de ses amis. Béatrice, cependant, semblait furieuse. Hugo, ça suffit. Tu te ridiculises. Me ridiculiser? Criai-je. La honte, c'est ce que tu me fais subir depuis des mois. Me ridiculiser, me manquer de respect et maintenant me mettre en vente publiquement. Ce n'est pas de la honte? Mais tu sais quoi? Tu as raison sur un point, je ne vais plus te retenir. Considère cela comme la fin. Tu peux rester avec ton passé pathétique, ton ex médiocre et tes amis qui ne servent qu'à rire du malheur des autres. Je jetai les restes de langoustine sur la table, pris mon sac et quittai la salle, laissant derrière moi cette ambiance suffocante. Ma tête tournait de colère, d'humiliation et de soulagement. Pour la première fois depuis des années, je sentais que je mettais un point final à cette relation toxique. En rentrant chez moi, j'ai commencé à rassembler mes affaires. Je n'allais pas attendre qu'elle revienne pour discuter ou tenter de manipuler la situation. J'ai pris ce qui m'appartenait et je suis parti. J'ai passé la nuit dans un motel bon marché, réfléchissant à ce que je ferais ensuite. Je n'avais pas beaucoup d'options à ce moment-là, mais je savais qu'absolument tout serait mieux que de rester piégé dans cette relation. Le lendemain matin, j'ai cherché un avocat. Je lui ai expliqué toute la situation, y compris la vente en ligne qu'elle avait faite. Il était choqué par le niveau d'humiliation que j'avais subi et m'a assuré que cela pouvait être utilisé dans la procédure de divorce. Pour la première fois, je sentais que je reprenais le contrôle de ma vie. Les mois suivants furent difficiles. J'ai dû travailler dur pour me relever, mais j'ai utilisé toute ma colère et ma douleur comme carburant. Mon jeu vidéo, qui était en cours de développement, a finalement gagné du terrain. J'ai trouvé un investisseur et, en quelques semaines, il était disponible sur les plateformes numériques. Le retour financier fut immédiat, mais le plus gratifiant était de voir mon travail reconnu. Pendant ce temps, j'ai appris que Béatrice traversait des difficultés. Son cher Leandro, qui semblait si passionné, a disparu dès qu'elle a commencé à parler de mariage et d'argent. La maison qu'elle aimait tant exhiber lors des déjeuners de famille était maintenant partagée avec quelqu'un d'autre parce qu'elle ne pouvait plus payer le loyer seule. Et ses amis, du karaoké, ils ont disparu dès qu'ils ont réalisé qu'elle n'avait plus rien à offrir. Un jour, j'ai reçu un email inattendu. C'était de Béatrice. Elle voulait me voir pour régler les choses. J'ai ri en lisant cela. Il n'y avait plus rien à régler. J'ai répondu simplement et directement, « J'espère que tu trouveras le bonheur, tout comme moi, loin de toi. » Aujourd'hui, je regarde en arrière et je réalise à quel point ce moment était nécessaire. C'était douloureux, oui, mais c'était aussi le tournant dont j'avais besoin pour me libérer. Béatrice m'a détruit, mais je me suis reconstruit, et maintenant je suis plus fort que jamais. Elle, en revanche, est restée prisonnière de son propre réseau de mensonges et d'arrogance, récoltant les fruits amers de ses choix. Et ça, honnêtement, c'est ce qui me satisfait le plus. Je suis sorti de ce bar karaoké avec la poitrine en feu et la tête bouillonnante. Les paroles de Béatrice et des personnes qui étaient avec elle résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau, chacune plus douloureuse que la précédente. C'était un mélange d'humiliation et de colère que je pouvais à peine contrôler. Je savais que ce moment était un tournant, l'instant où j'ai décidé que plus jamais je ne laisserais personne, surtout Béatrice,
me traiter de cette manière. Je suis retourné au motel où j'étais temporairement logé et j'ai passé la nuit sans dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, la scène se répétait. Béatrice me méprisant, Léandro l'enlaçant comme s'il était son sauveur, et les amis ricanant, comme si j'étais une blague vivante. Je ne voulais pas être consumé par cette colère, mais je savais aussi que je devais l'utiliser comme carburant. Je ne pouvais pas laisser cela passer inaperçu. Béatrice devait comprendre, une fois pour toutes, que je n'étais pas l'homme faible et inutile qu'elle aimait en dépeindre. Le lendemain matin, je me suis assis avec mon café et j'ai commencé à planifier. Ce ne serait pas quelque chose d'impulsif ou de désordonné. Non, ce serait méthodique, précis, comme je l'ai toujours été. Si elle pensait qu'elle pouvait me rabaisser et s'en tirer à bon compte, elle se trompait lourdement. La première étape a été de montrer que je n'étais plus quelqu'un qu'elle pouvait contrôler. J'ai appelé l'avocat et lui ai demandé d'accélérer la procédure de divorce. Il avait déjà préparé les papiers sur la base de ce que nous avions discuté précédemment, mais maintenant je voulais de la rapidité. J'ai demandé à inclure une clause interdisant tout contact direct entre elle et moi. Je voulais couper tous les ponts. Ensuite, j'ai décidé d'agir là où cela la blesserait le plus, son orgueil. Béatrice se vantait toujours d'être aimée et admirée par les gens autour d'elle. Elle était la reine au travail, dans les cercles sociaux, et même dans sa famille. Mais tout cela reposait sur une image qu'elle avait elle-même créée, un masque de perfection qui cachait ses véritables attitudes. J'étais déterminé à montrer au monde qui elle était vraiment. J'ai commencé par les réseaux sociaux. Elle adorait exhiber sa vie parfaite en ligne, mais ne se préoccupait jamais de cacher ses contradictions. Avec quelques captures d'écran de ses messages insultants, des commentaires qu'elle faisait sur d'autres collègues et même l'annonce où elle m'avait mis en vente, j'ai créé un petit dossier numérique. Je n'ai rien publié immédiatement. Mon objectif n'était pas de provoquer un scandale, mais de planter les graines pour que la vérité éclate quand le moment serait venu. Pendant ce temps, j'ai contacté certaines personnes qui connaissaient notre relation. Des amis communs, d'anciens collègues de travail, voire certains membres de sa famille qui avaient exprimé, dans des moments d'honnêteté, leur désaccord avec son comportement. Peu à peu, j'ai construit un récit montrant à quel point j'avais été patient et dévoué, et comment elle m'avait traité avec mépris et humiliation. Béatrice a commencé à remarquer que quelque chose se passait lorsque ses propres amis ont commencé à la confronter. Des personnes qui riaient autrefois de ses blagues à mon sujet ont commencé à s'éloigner. Certains l'ont même interrogée directement sur ce qu'elle avait fait. Elle m'a envoyé des messages, mais je les ai ignorés. Chaque tentative de sa part pour me contacter était immédiatement bloquée par mon avocat. Ma plus grande carte est venue quelques mois plus tard, lorsque j'ai réussi à organiser un événement qui était un mélange de retrouvailles et de célébrations. J'ai invité tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, faisaient partie de notre ancienne vie commune, amis, connaissances, collègues de travail. Beaucoup savaient déjà pour notre séparation, mais pas pour les véritables raisons. Pendant l'événement, je me suis assuré d'être honnête sur tout ce qui s'était passé. Il ne s'agissait pas de la diffamer, mais de raconter mon histoire. J'ai montré comment elle m'avait publiquement ridiculisé, comment son mépris m'avait poussé à me reconstruire. Les réactions furent diverses. Certains étaient choqués, d'autres sceptiques, mais la plupart étaient de mon côté. Après tout, l'épreuve était là. Le masque de Béatrice tombait, et elle ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Ses amis les plus proches ont commencé à s'éloigner. Sa réputation de parfaite a commencé à s'effondrer. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle tente de réagir. Elle a fait des publications en essayant de me dépeindre comme un ex-mari amer, mais chacune de ses tentatives a été démentie par ceux qui connaissaient la vérité. Plus elle essayait de se justifier, plus sa culpabilité devenait évidente. Peu à peu, les personnes qu'elle chérissait en ont commencé à l'éviter. Sa vie sociale, qui était son plus grand atout, a commencé à s'effondrer. Moi, en revanche, je m'épanouissais. Mon travail de développeur de jeux vidéo commençait enfin à être reconnu, et j'ai commencé à attirer l'attention grâce à mon histoire de résilience. Je participais à des événements et à des conférences, soulignant toujours comment j'avais transformé ma douleur en carburant pour mon succès. Je ne mentionnais pas Béatrice directement, mais ceux qui connaissaient l'histoire comprenaient les références. Un jour, alors que je me rendais à l'un de ces événements, j'ai reçu un message inattendu. C'était de Béatrice. Je ne l'ai pas lu immédiatement, mais la curiosité l'a emporté. C'était une demande de pardon. Elle disait qu'elle comprenait maintenant à quel point elle m'avait blessé, qu'elle avait tout perdu et qu'elle voulait parler. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ressentais encore de la colère, mais parce que ce message était la preuve ultime que ma vengeance était complète. Elle avait perdu le contrôle qu'elle avait sur moi. Et, au fond, c'était tout ce qui comptait.